Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce premier webinaire que nous vous proposons dans le cadre de la journée de sensibilisation contre les maladies vectorielles et à tiques, la journée TIC et vous. Je m'appelle Solène Patra-Delon, je suis infectiologue au CHU de Rennes et coordinatrice du centre de référence des maladies liées aux tiques du Grand Ouest. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Elisabeth Beau et je suis infectiologue au CHU de Nancy et je travaille dans le centre de référence des maladies vectorielles à tiques de la partie est de la France. Ce webinaire sera en 3 parties. Nous écouterons évidemment les patients nous témoigner leur parcours et leurs symptômes, comment leur maladie s'est déroulée et comment ils vont aujourd'hui. Nous poursuivrons avec l'intervention de Julie Figoni et d'Alexandra Seffon de Santé publique France qui nous présenteront les résultats du baromètre santé et l'épidémiologie de la maladie de Lyme en France. Et nous allons commencer par écouter le professeur Hansmann et le docteur Raftin qui vont nous présenter ce que sont ces centres de référence des maladies liées aux tiques, les CRMVT, comment ils fonctionnent, comment on peut consulter et dans un premier temps, quels sont les symptômes qui doivent faire consulter et tout simplement, quelle est la conduite à tenir après une simple piqûre de tique. Bon webinaire? Bon webinaire. Bonjour, je suis le docteur Alice Raffetin, médecin infectiologue. Je coordonne le centre de référence des maladies vectorielles à tiques de Villeneuve-Saint-Georges pour la région Nord, c'est-à-dire pour les régions Île-de-France et Hauts-de-France. Bonjour, je suis le professeur Yves Hansmann, je suis infectiologue au CHU de Strasbourg et je suis le coordinateur du centre de référence des maladies vectorielles à tiques de l'Est. Une maladie vectorielle liée aux tiques est donc une maladie qui peut être transmise par un vecteur qui sera donc cet animal qui est un acarien qui s'appelle la tique, qui va, à l'occasion d'une piqûre à l'être humain, possiblement lui transmettre un pathogène, autrement dit un agent microbien. Alors il y a plusieurs types d'agents microbiens qui peuvent être transmis lors de la piqûre de tique. On distingue en tout deux grands types de maladies vectorielles à tiques, celles qui sont liées à des agents microbiens qui provoquent des infections aiguës, à savoir qui se manifestent en général dans les semaines après la piqûre de tique, avec en particulier de la fièvre. Et l'autre type de maladie vectorielle à tiques, c'est celle qui est la plus connue, qu'on appelle donc la borréliose ou maladie de Lyme, qui se caractérise par le fait qu'elle est d'évolution beaucoup plus progressive. Elle peut survenir quelques jours après la piqûre de tique pour les phases précoces, mais elle peut également se détecter plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la piqûre de tique, avec des manifestations cliniques qui sont très différentes des précédentes, en particulier l'absence de fièvre, mais plutôt des atteintes articulaires ou neurologiques dans les formes disséminées. Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup des maladies vectorielles liées aux tiques, notamment de par leur fréquence et leur augmentation tous les ans depuis plusieurs années, de par plusieurs raisons, notamment de par les changements climatiques qui font que des pathogènes vont émerger ou réémerger. La maladie vectorielle à tiques, c'est en fait la première cause de maladies vectorielles dans le monde animal et dans le monde des maladies humaines, c'est la deuxième cause de maladies vectorielles après le moustique. Donc ce sont des pathologies qui sont de très fort intérêt pour les praticiens, notamment pour les infectiologues et effectivement leur connaissance, est importante pour pouvoir les diagnostiquer. Donc comme on l'a dit précédemment, il y a différents modes d'expression avec des pathologies qui vont, s'exprimer bruyamment avec de la fièvre et dans un temps court après l'exposition à la piqûre de tique et d'autres qui peuvent se, manifester plus tardivement ou avec des signes cliniques, subaigus, avec peu de syndrome inflammatoire, et des signes cliniques souvent pathognomoniques, c'est-à-dire des signes cliniques qui vont vraiment nous orienter et nous faire penser uniquement à ces maladies, vectorielles et qui vont nous permettre de les, diagnostiquer. Il y a quand même un message très important, même si ces pathologies sont en augmentation depuis de nombreuses années, lors d'une piqûre de tique, le risque de développer une pathologie derrière, pour ce qui est de l'hémisphère nord avec la principale tique qui est Ixodes, est de moins de 5. Donc la piqûre de tique ne va pas forcément occasionner une maladie derrière, notamment pas forcément occasionner une borréliose de Lyme qui est la maladie la plus fréquente transmise par les tiques dans l'hémisphère nord.
Alors après une piqûre de tique, le premier réflexe, c'est de la retirer le plus rapidement possible. On sait que plus on la retire rapidement et moins elle aura le temps de transmettre un certain nombre d'agents microbiens, en particulier Borrelia, l'agent de la maladie de Lyme, qui a besoin de plusieurs heures pour être transmis de la tique vers l'être humain. Donc, en général, on préconise de retirer la tique qu'on a identifiée dans la journée, en fin de journée, par exemple, au moment où on fait sa toilette. C'est un bon moment parce qu'il faut examiner l'ensemble de son corps pour voir également s'il n'y a pas d'autres tiques qui ont été piquées. Le retrait de la tique se fait de façon préférentielle avec des petits outils qui sont adaptés, en particulier ce qu'on appelle un tire-tique, qui est un petit outil en forme de pied de biche qui permet de retirer la tique en faisant un mouvement de rotation sans casser ce qu'on appelle les pièces piqueuses pour qu'elles ne restent pas enchâssées dans la partie superficielle de la peau. Une fois que la tique est retirée, on procède à une désinfection et ensuite, et c'est un point qui est très important également, on surveille cette zone-là pendant plusieurs semaines, puisque les premiers symptômes qui peuvent apparaître après une piqûre de tique, en particulier pour la borréliose de Lyme, peuvent être décalés dans le temps et peuvent survenir jusqu'à 4 semaines après la piqûre. Il est donc très important de surveiller cette zone pendant 4 semaines pour voir s'il n'y a pas de rougeur qui apparaît, qui pourrait être le témoin d'une phase primaire de la borréliose de Lyme. Un autre point qui est important, c'est que quand on a repéré une tique, on peut faire à l'aide d'une application signalement tique, un signalement, ce qui permet de dire où on a été piqué, dans quelle région géographique. Ça donne des indications extrêmement intéressantes sur le plan épidémiologique. Et on peut même, si on veut, envoyer la tique sur l'application pour faire des analyses ultérieures dans le cadre de la recherche. Alors effectivement, de temps à autre, il peut y avoir des pièces piqueuses qui restent enchâssées dans l'épiderme. Ce n'est pas très grave parce que la plupart du temps, quand on retire la tique suffisamment rapidement, la Borrelia qui est dans le tube digestif de la tique n'aura pas eu le temps de migrer jusqu'au niveau des glandes salivaires et donc le risque de transmettre la maladie est très très faible. En même temps, si ces pièces piqueuses sont dans la partie superficielle de la peau, il est recommandé de ne pas essayer de les retirer à tout prix, car on risque de traumatiser la peau, on risque de faire des blessures qui peuvent se surinfecter par la suite. En général, on propose de ne rien faire. Le renouvellement des couches superficielles de la peau se fait spontanément et ces pièces piqueuses seront naturellement éliminées sans autre moyen pour les retirer. Après, il est quand même recommandé de continuer cette surveillance pendant quelques semaines pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésion ou en particulier de rougeur qui apparaît dans le cadre d'une éventuelle borréliose de Lyme. Tout d'abord, lorsqu'on se fait piquer par une tique ou lorsqu'on a été dans un lieu d'habitat des tiques, on a été potentiellement exposé à une piqûre qui a pu passer inaperçue, il est déjà nécessaire de s'auto-inspecter au niveau de son corps en entier à la recherche d'une tique au retour de cette exposition à risque. En l'absence de tique, l'exposition n'a donc pas été confirmée avec notamment une piqûre et donc la surveillance peut s'arrêter. Si le patient, dans son auto-inspection, détecte la présence d'une tique, alors il faut l'extraire sans avis spécialisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller consulter un médecin. Et il va l'enlever avec donc le tire-tique, tel que décrit précédemment par le professeur Yves Hansmann. Après avoir retiré la tique et après avoir bien désinfecté, il s'agit de s'auto-surveiller, c'est-à-dire de regarder la zone piquée par la tique pendant au moins 1 mois après le retrait de la tique à la recherche d'un érythème migrant. Alors, qu'est-ce qu'un érythème migrant? C'est cette fameuse tache indolore qui apparaît sur la peau plusieurs jours après la piqûre. Ça n'apparaît pas immédiatement après une piqûre. Il faut qu'il y ait un délai, un intervalle libre où il ne se passe rien avant que cette tache apparaisse. Cette tache donc est non douloureuse et elle va s'étendre vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle va s'étendre de façon centrifuge pour atteindre parfois un diamètre assez grand, puisque ça peut aller à 30 cm de diamètre. Et en général, pareil, ça ne gratte pas. Si un érythème migrant apparaît, c'est la forme la plus précoce de la maladie de Lyme qui nécessite une consultation chez son médecin traitant afin de débuter une antibiothérapie.
À ce stade, il n'y a pas besoin de réaliser d'autres examens complémentaires, ni même de faire une prise de sang pour éventuellement regarder s'il y a la présence d'anticorps, puisque de toute façon, le corps n'aura pas encore eu le temps de les fabriquer. Autrement dit, aucun test nécessaire, une consultation chez son médecin traitant et une antibiothérapie pendant 10 à 14 jours. En l'absence de signes cliniques au bout d'un mois, après une piqûre de tique, la surveillance s'arrête et il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque il y a moins de 5% de risque de développer une maladie de Lyme après une piqûre de tique. Par ailleurs, après une piqûre de tique, on peut aussi signaler cette piqûre sur l'application Signalement tique dans le cadre de la recherche citoyenne et participative du programme CITIC. Alors, le rôle du médecin traitant, quand vous avez des symptômes qui sont survenus, comme l'a dit Dr Alice Raftin, dans le mois qui suit la piqûre de tique, le rôle du médecin traitant va être d'analyser ces symptômes-là et de pouvoir orienter un petit peu la prise en charge. Donc, soit vers un érythème migrant, comme cela a déjà été évoqué. À ce moment-là, c'est le rôle du médecin traitant de mettre en place le traitement antibiotique. Mais parfois, il y a d'autres signes cliniques qui peuvent soit évoquer d'autres maladies vectorielles à tique, en particulier quand il y a de la fièvre. Parfois, les signes cliniques ne sont pas en rapport avec cette piqûre de tique. Il arrive bien sûr que la piqûre de tique soit un événement qui survienne un petit peu par hasard et qui n'ait pas de rapport direct avec des symptômes qu'on peut présenter. Ou alors, il y a d'autres symptômes qui doivent faire évoquer la borréliose de Lyme, en particulier dans des formes, ce qu'on appelle disséminées, c'est-à-dire quand il y a des problèmes articulaires, des douleurs articulaires inflammatoires, donc avec des articulations qui gonflent et qui sont chaudes et douloureuses, ou alors des problèmes neurologiques, avec en particulier soit la paralysie faciale, soit des atteintes inflammatoires des nerfs avec des manifestations douloureuses qui suivent en général le trajet du nerf, soit au niveau d'un membre supérieur ou au niveau d'un membre inférieur. Dans ce contexte-là, le médecin va pouvoir évoquer une phase disséminée de la borréliose de Lyme. Son rôle va être à ce moment-là d'orienter un petit peu les examens complémentaires, avec en particulier la nécessité de réaliser une sérologie qui viendra confirmer ou conforter en tout cas son diagnostic. Par la suite, la prise en charge de ces infections dites disséminées est parfois un petit peu plus complexe, tout simplement parce qu'il faut parfois faire appel à d'autres examens complémentaires. On peut faire des ponctions au niveau des articulations ou une ponction lombaire pour faire des analyses du liquide cérébrospinal. Ça permet de confirmer définitivement le diagnostic de forme disséminée de borréliose. Et cette prise en charge n'est pas réalisable toujours par le médecin de famille. Il a besoin d'avoir un avis spécialisé, voire d'adresser les patients dans un hôpital, de préférence dans un centre de compétences qui a l'habitude de prendre en charge ces patients-là et qui peut également apporter une expertise plurispécialisée à travers des discussions qu'il peut y avoir entre les infectiologues, les neurologues, les rhumatologues, les dermatologues ou tous les spécialistes qui peuvent être concernés. Enfin, dans le cas où vous avez été adressé dans un centre de compétences des maladies vectorielles à tique, en général, les cas de situation les plus fréquemment rencontrés sont soit le diagnostic de borréliose de Lyme qui est donc prouvé, soit le diagnostic de borréliose de Lyme est possible, c'est-à-dire qu'on croit fortement que vous avez développé la maladie de Lyme, mais il y a un tableau clinique qui est incomplet, c'est-à-dire que vous avez bien été exposé à une piqûre de tique. Vous présentez en général des symptômes très évocateurs et parfois, les anticorps n'ont pas encore eu le temps de se positiver puisque les anticorps mettent 6 semaines avant de se positiver. Et dans ce cas, c'est vrai que c'est mieux d'être en milieu spécialisé afin de décider d'examens supplémentaires, notamment la ponction lombaire, comme cité précédemment, et de pouvoir entamer une antibiothérapie avec une surveillance. Par ailleurs, un autre tableau que l'on voit très fréquemment, ce sont des patients qui présentent donc des signes cliniques qui persistent après un traitement antibiotique reçu, qui a été correctement pris et prescrit tel que recommandé en France. Il s'agit en général le plus souvent de ce qu'on appelle un syndrome post-infectieux, un syndrome donc, que l'on connaît bien pour d'autres pathologies infectieuses comme la mononucléose, d'autres maladies vectorielles comme le chikungunya, etc.
Ces symptômes sont persistants, pas à cause d'une bactérie qui n'aurait pas été détruite par l'antibiothérapie, mais probablement à cause de phénomènes très inflammatoires. C'est-à-dire que le corps reste en veille maximale et contre son environnement, donc pour se défendre. Et ceci est responsable souvent de tableaux douloureux et de grande fatigue. Cela va s'estomper avec le temps et grâce aussi à des mesures telles que de la rééducation, l'accompagnement dans la réadaptation physique à l'effort et la prise en charge, bien sûr, au premier plan des douleurs. Et enfin, la quatrième possibilité, c'est que le diagnostic n'ait aucun rapport avec une maladie de Lyme, ni même avec une maladie vectorielle athique, mais avec plutôt un autre diagnostic, ce qu'on appelle donc un diagnostic différentiel. Ce que l'on voit le plus fréquemment, ce sont des pathologies rhumatologiques et neurologiques, et également ce qu'on appelle les syndromes fonctionnels. Dans ce cas, les médecins spécialisés du réseau, que ce soit dans le centre de compétences ou dans le centre de référence pour les cas les plus complexes, et pour les patients chez qui certains symptômes ne sont pas expliqués ou les explorations complémentaires n'ont pas permis de répondre totalement aux interrogations du patient, poser une prise en charge adéquate, personnalisée et adaptée au patient. Ces médecins spécialisés du réseau vont discuter ensemble de pluridisciplinaires et vont pouvoir décider soit de poursuivre les explorations, soit de proposer aux patients de participer à un protocole de recherche s'il est éligible, soit éventuellement de recevoir une seconde ligne d'antibiotiques sur des critères assez stricts et dans le cadre également de protocoles de recherche. Tous ces médecins sont en lien ensemble aux différents niveaux de ce réseau. C'est-à-dire que les médecins spécialistes dans les centres de compétences ou de référence sont toujours en lien avec le médecin traitant du patient afin de coordonner le parcours de soins des patients. Alors, il existe en France 5 centres de référence des maladies vectorielles athiques qui sont représentés sur la carte que vous avez devant vous, à Paris, à Rennes, à Clermont-Saint-Étienne, à Marseille et à Strasbourg et Nancy. Ces centres de référence ont un rôle de coordination entre tous les centres de compétences afin d'apporter leur expertise, en particulier dans les situations les plus complexes. Ça permet de se mettre à plusieurs pour discuter des situations qui nécessitent des expertises diverses et variées. Ces centres de référence ont également une mission de recherche pour faire avancer nos connaissances sur ces maladies vectorielles athiques. Et ces centres de référence ont enfin une mission d'information et de communication, comme ce que nous faisons ce jour. Ils peuvent s'appuyer chacun sur un certain nombre de centres de compétences qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national pour avoir un maillage au plus près des patients, pour permettre à chacun de trouver un expert compétent à proximité de son domicile. Merci à tous les deux pour ces éclaircissements sur ce parcours de soins qui nous apparaît maintenant très clair. Pour toute question, vous pouvez quand même vous rendre sur le site des CRMVT à crmvt.fr. Maintenant, nous allons passer la parole à Alexandra Sepfon et à Julie Figoni de Santé publique France qui vont nous présenter des chiffres clairs sur la maladie de Lyme en France. À vous, merci. En France, comme dans de nombreux pays européens, la borréliose de Lyme est la maladie dite vectorielle, transmise par une tique, la plus répandue à ce jour. Elle est due à une bactérie du complexe Borrelia burgdorferi, transmise par la tique Ixodes ricinus en Europe de l'Ouest, lorsqu'elle en est elle-même porteuse de la bactérie. L'incidence annuelle de la maladie, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année, semble augmenter ces 2 dernières décennies. Mais qu'en est-il en France ? Pour le savoir, Santé publique France coordonne en lien avec de nombreux partenaires un système de surveillance permettant de récolter des informations issues de plusieurs sources de données. Pour avoir une idée la plus complète possible de l'épidémiologie d'une maladie, il est nécessaire de savoir ce que l'on surveille. Cette pyramide nous aide à comprendre comment la surveillance est organisée. Plus on monte le long de la pyramide, moins la fréquence des événements que l'on surveille est élevée.
À chaque étage de cette pyramide, différentes méthodes peuvent être utilisées et feront appel à différents partenaires et sources de données. Commençons par le bas. La surveillance des tiques et de la circulation de la bactérie au sein de la faune et des populations de tiques est faite par nos partenaires spécialistes en entomologie, santé animale et en microbiologie notamment. L'estimation de la fréquence et de la répartition sur le territoire des piqûres de tiques, qui représentent l'exposition à risque d'infection par Borrelia burgdorferi, est réalisée par Santé publique France au moyen d'études de connaissances, attitudes et pratiques qui seront détaillées plus tard dans cette vidéo, mais aussi par nos partenaires du programme CITIC porté par l'INRAE. La surveillance de l'incidence des des manifestations précoces et souvent moins sévères, représentées majoritairement par l'érythème migrant, est réalisée en collaboration avec le réseau Sentinelle par des médecins généralistes volontaires répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Enfin, l'incidence des formes disséminées précoces ou plus tardives, souvent plus sévères, est estimée au moyen de l'analyse des bases de données médico-administratives hospitalières. Je vais maintenant vous décrire les principaux résultats obtenus par ces méthodes de surveillance. En dehors des équipes de recherche mobilisées sur l'écologie des tiques en France, le CNR des Borrelia, basé à Strasbourg, conduit de manière mensuelle des collectes de tiques sur plusieurs sites en Alsace et en Bretagne, ce qui a permis d'observer de grandes fluctuations entre les années, liées essentiellement aux conditions météorologiques favorables à l'activité des tiques. Toutes les tiques ne sont pas porteuses de la bactérie. Le CNR estime également la proportion de tiques porteuses de l'agent de la borréliose de Lyme à partir de l'ensemble des tiques collectées. Celle-ci est plus élevée dans l'est de la France que dans l'ouest. La mesure de l'exposition aux piqûres de tiques est réalisée au moyen du baromètre de Santé publique France, enquête nationale répétée dans le temps permettant d'évaluer les attitudes, connaissances et pratiques de la population générale française vis-à-vis de différentes thématiques de santé, mais également d'estimer la fréquence de plusieurs expositions à risque pour la santé de la population française, dont les piqûres de tiques abordées en 2016 et 2019. Il a ainsi été estimé en 2016 qu'environ un quart de la population avait déjà été piquée par une tique dans sa vie, proportion ayant augmenté à près d'un tiers en 2019. Par ailleurs, 4% des personnes interrogées en 2016 puis 6% en 2019 rapportaient une piqûre de tique dans l'année précédemment écoulée. Pour rappel, il existe également une application permettant de signaler les piqûres de tiques portées par le programme CITIC. Concernant les infections, la première méthode utilisée est la surveillance en médecine générale par le réseau Sentinelle. Les médecins volontaires participant à ce réseau signalent chaque cas de borréliose de Lyme qu'ils diagnostiquent. Plus de 95% de ces cas signalés correspondent à des érythèmes migrants, forme précoce de la maladie. Un peu plus de la moitié d'entre eux sont diagnostiqués chez des femmes et l'incidence est plus élevée chez les personnes âgées de 60 à 70 ans. En termes d'évolution, on observe des fluctuations annuelles de l'incidence, comme vous pouvez le voir sur cette courbe représentant les estimations des taux d'incidence pour 100 000 habitants par année entre 2009 et 2021. Nous observons également une tendance statistiquement significative à l'augmentation depuis le début de la surveillance en 2009. On estime le nombre de cas annuels entre 26 146 en 2014 à 68 530 en 2018. Concernant les formes disséminées précoces et tardives, nous estimons leur tendance épidémiologique au moyen des données du PMSI, base de données médico-administratives hospitalières. Ces données nous permettent d'observer que depuis 2005, environ 810 cas sont admis à l'hôpital chaque année, avec pour motif d'hospitalisation une borréliose de Lyme, sans tendance à l'augmentation évidente au cours du temps. Les personnes hospitalisées pour ce motif sont plus majoritairement des hommes, dont l'âge médian est de 51 ans. Les manifestations associées le plus fréquemment à ces hospitalisations sont les manifestations neurologiques dans un peu plus de la moitié des cas. Nous retrouvons comme en médecine générale une incidence plus élevée chez les personnes plus âgées, notamment de 70 à 79 ans, mais également chez les enfants de 5 à 9 ans, chez qui la manifestation la plus fréquemment associée à l'hospitalisation est une paralysie faciale. Enfin, il existe une saisonnalité marquée avec une majorité de personnes hospitalisées entre les mois de juin et octobre pour borréliose de Lyme, ce qui correspond bien à la saison d'activité maximale des tiques en France. En termes de répartition géographique, l'ensemble des sources de données est concordant avec quelques différences. L'information la plus importante est que des piqûres de tiques, des cas de borréliose de Lyme en médecine générale et hospitalisés sont rapportés dans la quasi-totalité des régions métropolitaines, avec cependant une hétérogénéité géographique claire, les régions du nord-est et du centre de la France étant les plus affectées, et le bassin méditerranéen étant un peu moins touché. Cette répartition est entre autres liée aux caractéristiques des territoires incluant les types de végétation, les différents climats et aux interactions entre les hôtes et vecteurs de la maladie, mais également entre les vecteurs et les humains. On voit donc que ces systèmes de surveillance sont complémentaires et permettent une vision d'ensemble de la maladie.
Les modifications récentes épidémiologiques peuvent être liées à de nombreux facteurs, incluant les changements climatiques, dont l'augmentation des températures qui pourrait permettre une extension de la période d'activité des tiques, ainsi qu'une extension géographique dans des régions plus au nord ou à des altitudes plus élevées. Il est possible également qu'une part de l'augmentation observée dans les déclarations de piqûres de tiques ou des cas diagnostiqués en médecine de ville soit liée à une meilleure sensibilisation de la population depuis la mise en place du plan de lutte contre la borréliose de Lyme et les autres maladies vectorielles transmises par les tiques en 2016. Pour évaluer le niveau de connaissance de la population française vis-à-vis de la borréliose de Lyme, nous servons des données issues de l'enquête du baromètre santé de Santé publique France. En plus des questions sur les expositions aux piqûres de tiques qui viennent de vous être présentées, des questions sur le niveau de connaissance sur la borréliose de Lyme, ainsi que sur l'utilisation des moyens de prévention contre les piqûres de tiques et la borréliose de Lyme, sont posées de manière répétée à un échantillon représentatif de la population française. D'après les données du baromètre santé, en 2016, 64% de la population française déclarait avoir entendu parler de la borréliose de Lyme. En 2019, cette proportion a augmenté jusqu'à atteindre 79%. Il reste donc encore une part non négligeable de la population qui reste à informer. Si on s'intéresse au sentiment d'être bien informé sur la borréliose de Lyme, on voit qu'en 2016, seuls 28% de la population française estimait être bien informée sur la borréliose de Lyme, alors qu'en 2019, cette proportion atteignait 42%. L'augmentation du niveau de sentiment d'information était par ailleurs observée dans toutes les régions métropolitaines. En 2019, 69% de la population française reconnaissait l'érythème migrant comme premier symptôme de la maladie. L'érythème migrant n'était donc pas identifié comme premier symptôme de la maladie par 31% de personnes ayant déjà entendu parler de la borréliose de Lyme. La détection précoce des premiers signes et une consultation chez un médecin est pourtant essentielle pour prévenir le développement des formes disséminées de la maladie. Grâce à ces données, nous pouvons également estimer plus finement le niveau de connaissance de la population en fonction de certains critères sociodémographiques. Par exemple, grâce à ces données, nous avons pu mettre en évidence que les femmes, les personnes âgées de plus de 45 ans, les personnes vivant en milieu rural ou dans des plus petites agglomérations, ainsi que les personnes vivant dans des régions connues de plus forte incidence pour la borréliose de Lyme, se sentaient mieux informées sur la borréliose de Lyme. Toujours à partir des données du baromètre santé, nous pouvons évaluer si la population française applique les moyens de prévention pour se protéger des piqûres de tiques. Parmi les personnes ayant été piquées par une tique, on a montré que 66% utilisaient un tire-tique ou une pince fine pour retirer la tique, mais que 32% utilisaient des méthodes non recommandées. L'utilisation d'un tire-tique ou d'une pince fine doit toujours être recommandée comme mesure principale pour retirer la tique et donc limiter le risque de transmission de la bactérie. En 2019, parmi ceux qui se sentaient exposés aux piqûres de tiques, 17% déclaraient utiliser un répulsif et 74% utilisaient le port de vêtements longs comme moyen de protection. Également, 53% déclaraient s'inspecter le corps et retirer les tiques après exposition. Malgré le fait de se sentir exposé aux piqûres de tiques, une part non négligeable de la population déclarait ne jamais s'inspecter le corps après une exposition ou utiliser de vêtements longs pour se protéger. On observe néanmoins une augmentation des personnes déclarant utiliser des vêtements longs pour se protéger, donc passant de 66% en 2016 à 74% en 2019, ainsi que des personnes déclarant chercher et enlever les tiques après exposition, passant quant à lui de 48% en 2016 à 53% en 2019. À partir de ces données du baromètre santé, nous pouvons également savoir qui se protège mieux contre les piqûres de tiques. Nous avons alors montré qu'être une femme, une personne âgée de plus de 55 ans, avoir déjà été piquée par une tique, mais également vivre en région de hautes incidences pour la borréliose de Lyme et se sentir bien informé était positivement associé à l'utilisation des moyens de protection. Ces résultats sont en fait en concordance avec des études dans d'autres pays qui montrent une association entre l'utilisation des mesures de protection et l'âge avancé, ou encore le sexe féminin, et le fait de se sentir bien informé. Ces études montraient également une utilisation plus faible des répulsifs et plus importante des vêtements longs. L'ensemble de ces résultats suggère une assez bonne acceptation finalement de ces moyens de protection. Toutefois, ces mesures ne sont pas systématiquement appliquées, alors qu'elles sont essentielles pour prévenir les piqûres de tiques et diminuer le risque de transmission.
L'utilisation de répulsifs sur la peau, le port de vêtements couvrants lors d'une exposition ou encore la recherche et le retrait de la tique dans les 24 à 48 heures après l'exposition apparaissent encore limités, alors que ce sont des moyens de prévention, oui, qui permettent de réduire le risque de transmission, notamment en l'absence de vaccination à l'heure actuelle. Pour augmenter la fréquence d'utilisation des moyens de prévention, une amélioration des connaissances sur les barrières à leur utilisation est alors nécessaire, comme notamment identifier s'il s'agit d'un manque de connaissances, d'un sentiment par exemple d'inconfort ou encore du coût de ces mesures. En 2019, les proportions de personnes ayant entendu parler de la borréliose de Lyme qui se sentaient bien informées et qui appliquaient les mesures de protection étaient plus élevées qu'en 2016. Ces résultats peuvent alors suggérer un impact positif des campagnes de prévention implémentées ou renforcées, notamment depuis le lancement du plan ministériel de lutte contre les maladies transmises par les tiques. Ces campagnes d'information ont pu donc avoir un effet positif en augmentant la sensibilisation et le niveau d'information de la population. Il faut donc continuer dans ce sens en sensibilisant autant que possible la population française. Il faut en effet que les gestes de prévention deviennent un réflexe pour la population. L'enjeu sera maintenant de prendre en compte les résultats de ces études pour adapter les actions de prévention à l'ensemble de la population, mais également en ciblant les personnes les moins sensibilisées. Les hommes et les jeunes adultes étant les moins sensibilisés à ce jour sur la borréliose de Lyme, des campagnes d'information leur étant dédiées semblent nécessaires. À Santé publique France et en lien avec des partenaires nationaux, nous avons mis en place plusieurs outils de prévention à destination de plusieurs publics et sous différents formats afin d'améliorer la connaissance sur les maladies transmises par les tiques. Vous trouverez donc, entre autres, comme outils, des flyers et documents de prévention mis à la disposition des professionnels de santé et du grand public, détaillant ce qu'est la borréliose de Lyme et les moyens de se protéger contre les piqûres de tiques. Les documents ont également été créés pour les enfants afin de les initier dès le plus jeune âge aux gestes de prévention contre les piqûres de tiques. Également, en 2017, un dossier de presse sonore a été créé pour pouvoir aborder le sujet de façon détaillée. Ces dossiers sonores comprennent donc 10 chroniques d'experts abordant chacun un point spécifique de la maladie, comme qu'est-ce qu'une tique, qu'est-ce que la maladie de Lyme, quels sont les signes cliniques, quels sont les traitements ou encore les gestes de prévention. Il y a également un spot de prévention reprenant les conseils de prévention diffusés sur les supports papier. Merci beaucoup pour votre attention. L'ensemble des données épidémiologiques présentées ainsi que les documents précédemment décrits sont disponibles sur le site de Santé publique France, santépubliquefrance.fr, tout attaché. Merci à toutes les deux pour votre intervention. Pour aller plus loin, je vous invite à vous rendre sur le site de Santé publique France. Maintenant, nous allons passer la parole à 2 patients qui se sont rendus dans les centres de référence des maladies vectorielles liées aux tiques. Nous les remercions pour ce témoignage. Bonjour, je suis Janine Lostis. Je suis une patiente qui a eu la borréliose de Lyme. J'ai été sollicitée par le docteur Patra Delon du CHU de Rennes et des maladies infectieuses pour vous montrer mon parcours de soins. Eh bien, bonjour, je suis vosgien, je travaille comme accompagnant éducatif et social auprès des personnes âgées et en situation de handicap à domicile. Mes loisirs sont consacrés presque uniquement à tout ce qui représente la nature, c'est-à-dire photographie, champignons, etc. Et c'est vrai que je suis assez sujet aux tiques, là où je traverse un petit fourré, je ressors avec 4-5 tiques, ma compagne, elle n'a absolument rien. Et en fait, en 2020, j'ai été pris d'une très très grosse fatigue, d'une douleur aiguë à l'épaule, et j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a mis en arrêt. Suite à ça, au fur et à mesure du temps, dans l'année qui s'est écoulée, j'ai eu d'autres symptômes comme des coups de couteau dans les articulations au niveau de l'épaule, du coude, du genou, des brûlures cutanées au niveau des pieds, puis des mollets remontant jusqu'aux cuisses. Et le plus embêtant, je dirais, une incapacité de pouvoir lever les bras. C'est une entrave à l'amplitude du haut de mon corps, en fait,
allant jusqu'à ne plus pouvoir m'habiller, m'essuyer lors de la toilette ou mettre une veste ou des choses comme ça. Des tremblements, soit en ressenti interne, soit externe, et ça a gagné les jambes avec une difficulté à la marche. Une grosse difficulté à la marche, une énorme fatigue, des nuits de 14 heures avec des siestes, etc., etc. Alors, plein de symptômes. Ce n'est pas uniquement un symptôme. Déjà, j'avais des maux de tête épouvantables, des sueurs la nuit. J'ai perdu 5 kilos en 15 jours. J'avais des infections urinaires, des gastro. J'avais par contre une douleur thoracique, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. J'étais très fatiguée et j'étais une loque. Je ne pouvais plus marcher, vraiment, j'étais épuisée. Alors, mon parcours de soins, bon, sûrement que j'avais cette maladie depuis un certain temps, mais je m'en étais pas trop préoccupée. Mon médecin de médecine générale m'a fait passer un tas d'examens et qui n'avaient rien à voir parce qu'elle ne connaissait pas cette maladie de Lyme. Ça s'est déclaré vraiment en 2018, en mars 2018, avec une très grosse fatigue, perdre 5 kilos en 15 jours, mal partout, des infections urinaires à répétition et puis vraiment très mal. Ma fille est venue me voir, qui habite le Limousin, et à ce moment-là, elle m'a dit, est-ce que ça ne serait pas la maladie de Lyme? Dans notre région, il y a beaucoup de personnes qui ont à peu près les mêmes symptômes que toi. J'ai demandé à mon médecin qu'il me fasse une ordonnance pour rechercher effectivement cette maladie. Et la sérologie est revenue positive. Lorsque mon médecin de médecine générale a vu que mes résultats étaient positifs, elle m'a envoyé vers donc le CHU de Rennes et j'ai été prise en charge par le docteur Patradelon qui donc m'a fait passer une ponction lombaire pour voir si c'était vraiment cette maladie. Et cette ponction lombaire est revenue positive. Et là, on était sûr que ce soit ça. Oui, je voulais dire aussi que moi, j'avais mis dans ma tête que puisque il y avait une possibilité d'avoir la maladie de Lyme, je ne voulais voir que des spécialistes. Donc, j'avais cherché sur la France entière qui pouvait s'intéresser à cette maladie et j'ai été bien décidée, et avec mon mari d'ailleurs, de parcourir la France si il avait fallu. Et bien m'en a pris puisque j'ai été traitée efficacement au CHU de Rennes. Donc, compte tenu de mes symptômes, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a mis en arrêt pendant 15 jours pour me reposer principalement, puis voir ce que ça donnait au niveau de mon épaule. Il m'a conseillé d'aller voir un kinésithérapeute, ce que j'ai fait. Lorsque je suis retourné voir mon médecin, ma situation n'avait pas évolué. Manque de chance, le médecin traitant était décédé. Donc, j'habite effectivement dans les Vosges, en campagne. Donc, j'ai eu un certain laps de temps avant de retrouver un médecin traitant. Quand ça a été fait, il a fallu que je recommence et que je redise mes symptômes, etc. Ce médecin traitant m'a envoyé voir une neurologue à Épinal, à l'hôpital, qui m'a fait un IRM. A priori, rien de décelé, et donc simplement une suggestion de changer de travail parce que c'était le stress. Bon, au vu de
mes symptômes qui s'installaient progressivement et qui devenaient vraiment handicapants, je suis retourné à plusieurs reprises voir mon médecin traitant, sachant que sur ce laps de temps, on était en plan blanc à cause de la Covid et que mes rendez-vous se passaient à peu près tous les 6 mois pour les examens. Médecin traitant qui m'a dit qu'en fait, on ne saurait probablement jamais ce que j'ai et qu'il fallait apprendre à vivre avec. Bon, c'est pas très enthousiasmant. Entre-temps, je m'étais renseigné auprès d'amis qui m'ont dit, mais tu as peut-être une maladie de Lyme. Bon, je connais pas, bon, admettons. Donc, je demande à mon médecin traitant qui me dit que de toute manière, il n'y a rien de fiable actuellement comme processus pour déceler la maladie de Lyme et qui ne sait pas faire. Là-dessus, un de mes amis me dit, mais moi, mon médecin traitant, il le fait. Ah bon, alors je prends rendez-vous chez le médecin traitant de mon ami qui effectivement me prescrit une prise de sang qui revient apparemment négative. Donc, stand-by, avec toujours les symptômes qui évoluent, mais plutôt dans le mauvais sens. Une très grosse peur de ma part parce que je me sens diminué au fur et à mesure. Jusqu'au moment où je trouve le taureau par les cornes et je vais voir une neuro à Nancy, Madame Masson, je fais une consultation et elle me propose d'aller voir le docteur Beau aux maladies tropicales et infectieuses au CHU de Nancy. Bon, alors je vais voir Madame Beau. Madame Beau me dit qu'elle veut faire un bilan un peu général de mon état, parce que c'est vrai qu'il y avait des symptômes qui la surprenaient un peu. Donc, on a été voir un rhumatologue qui m'a fait un IRM, on a eu scanner, PET scan, un urologue qui a trouvé une hypertrophie de la prostate qui est régulée maintenant par un traitement médical, des médicaments, quoi, et des prises de sang à intervalles qui ont révélé, a priori, une maladie de Lyme douteuse. C'était écrit comme ça. Suite à ça, Madame Beau m'a prescrit un antibiotique, la doxycycline 100 mg 2 par jour pendant 3 semaines. En traitement de fond, j'avais un comprimé qui s'appelle Résitune que je prenais le midi, de la gabapentine en 300 mg 2 fois par jour et du Laroxyl en gouttes, 5 gouttes le soir. Après la prise du traitement et en cours de la prise du traitement des antibiotiques, j'ai ressenti déjà que ça allait mieux. Je sentais des améliorations. Une fois l'antibiotique, les 21 jours passés, je me sentais nettement mieux au niveau des coups de couteau, des brûlures. J'avais toujours un petit peu de gêne, mais je pouvais lever les bras un peu plus qu'avant. Donc là, avec l'avis de Madame Beau, j'ai été chez le kiné et le kiné m'a en fait remusclé et puis il m'a redonné de l'amplitude dans mes mouvements parce qu'en fait j'ai vécu avec les bras serrés contre mon corps pendant 2 ans et demi et a priori il fallait un peu assouplir tout ça, on va dire. Après le kiné, les symptômes avaient quasiment tous disparu, plus aucune gêne dans l'amplitude, plus de douleur dans les cervicales, dans les épaules, plus de brûlures, plus de coups de couteau dans les articulations, plus rien du tout. Et j'ai commencé à arrêter progressivement le traitement de fond, Résitune, gabapentine, Laroxyl, de façon à me sevrer, ni plus ni moins, du traitement de fond. J'ai repris mon travail en mi-temps thérapeutique pendant 2 mois et demi. Et là, je retravaille en plein temps auprès des bénéficiaires à domicile et je vais bien. Je vais bien. J'ai eu très peur. Et j'ai trouvé ça impressionnant que il n'y ait pas de cette sensibilisation auprès des médecins au niveau des Vosges, parce que je suis vosgien et puis c'est là que j'ai consulté, de la maladie de Lyme, parce qu'en fait, on est des poux de bois, enfin des tiques, il y en a en masse dans nos régions. Et apparemment, l'information
ne passe pas correctement parce que ça ne vient pas à l'idée des médecins que ce soit une possibilité, la maladie de Lyme, par rapport à mes symptômes. Après la ponction lombaire, il s'est avéré que justement, c'était bien la borréliose de Lyme, mais neurologique. Bon, c'est un mot qui fait peur, mais finalement, il faut déjà pas avoir peur de la ponction lombaire parce que maintenant, de toute façon, il n'y a pas le choix. Si on veut vraiment savoir si c'est ça, il faut passer par là. Et je n'ai pas senti de douleur. Donc, mais il y a une association qui m'avait aidée à ce moment-là. Il y avait une femme qui avait eu cette ponction lombaire et qui m'avait dit « surtout n'aie pas peur ». En fait, oui, il a été défini par Madame Beau, la docteur Beau, que c'était une maladie de Lyme disséminée tardive, mais ça a été jumelé à une parodontite aiguë au niveau des dents, c'est-à-dire des bactéries qui attaquent l'os de la mâchoire et qui n'avaient pas été traitées, pas définies d'ailleurs. Donc depuis, j'ai eu l'allusion de plusieurs dents et la pose d'un appareil dentaire. L'urologue m'a décelé donc cette hypertrophie de la prostate qui faisait que j'allais aux toilettes très régulièrement avec la sensation, pour faire pipi, hein, avec la sensation en fait que je ne me vidais pas complètement. Il y avait en fait beaucoup plus de choses qui étaient greffées en plus a priori de la maladie de Lyme. Je me sens très bien aujourd'hui. Je n'ai plus de soucis, de santé du tout. Je fais beaucoup de randonnées, je fais mon jardinage. Il n'y a pas de... Je me sens vraiment bien. Alors, les conseils, c'est surtout quand on fait des randonnées, puisque moi j'en fais beaucoup, je peux en parler. Je m'habille par contre toujours avec des vêtements longs. Je mets soit des chapeaux l'été ou des casquettes. Et surtout, je ne marche pas plus pieds nus donc sur la pelouse. Bon, peut-être que c'est pas tout à fait par le pied qu'on attrape, mais on fait attention. Et puis quand vous rentrez de randonnée, surtout regardez s'il n'y a pas des petites bestioles qui se promènent, et notamment dans le cuir chevelu, sous les aisselles, etc. Alors, moi, pourquoi je vous disais à un moment donné que je choisissais que des gens, des professionnels de santé qui connaissaient bien donc l'infection de Lyme. C'est parce que dans mon parcours de soins, j'ai rencontré des gens qui avaient été soignés pour Lyme et qui n'avaient absolument pas Lyme. Je me souviens d'une personne qui était soignée pendant 5 ans avec des antibiotiques, beaucoup d'antibiotiques, des plantes, etc. Et qui finalement n'avait pas du tout la maladie de Lyme. Alors, bon, moi, si j'avais un conseil à donner, écoutez, allez voir surtout des spécialistes. Et donc, moi, je m'en porte bien aujourd'hui et c'est ce que je vous conseillerais. Alors maintenant que tout va très très bien, que je suis en pleine forme, je dois avouer que pendant 3 ans, j'ai refusé d'aller dans la nature, d'aller aux champignons, parce que j'ai une peur bleue de rattraper la maladie. Et en fait, cette année, fin d'année dernière exactement, je suis retourné dans la nature, mais en prenant bien mes précautions, c'est-à-dire que là où je sortais en short et en débardeur, le temps le permet, je ne le fais plus. Maintenant, je mets un survêtement, les chaussettes au-dessus du pantalon, des chaussures fermées et une veste. Et dès que je rentre à la maison, mon épouse me pouille. C'est-à-dire qu'elle regarde si j'ai pas de bestiole sur moi. C'est vrai que ça peut paraître contraignant, mais franchement, le jeu en vaut la chandelle parce que je souhaite à personne d'avoir la maladie de Lyme. C'est une maladie effrayante, c'est une maladie usante, fatigante. Et en plus,
assez mal connu a priori, puisqu'il m'a fallu 3 ans de cursus de soins pour arriver à m'en tirer. Merci beaucoup pour ces témoignages précieux. Nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire qui a été riche d'informations. On espère qu'il a répondu à vos questions. Nous tenons à remercier l'ensemble des participants de ce webinaire, en particulier le service communication du CHU de Nancy, qui est le support technique et la réalisation de ce webinaire, mais également qui a participé et a réalisé le visuel de la journée. Nous remercions également l'ensemble des centres de référence et de compétences des maladies vectorielles à tiques pour le contenu scientifique de la journée. Nous remercions les participants à cette journée, soit sur le webinaire, soit en présentiel, notamment Santé publique France et CITIC. Et nous remercions l'ensemble des partenaires qui nous ont permis de transmettre l'information de la journée. Je pense aux ARS, aux infectiologues français. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.